2027 est pas encore là, mais le règlement technique commence déjà à shifter très vite, très fort. Le Garage Talk, il est dense, donc je vais rusher un petit peu mon intro habituel. Si ce n'est pour vous dire, bien sûr, que vous pouvez soutenir la chaîne en utilisant le code Clippy chez Oli Energy, 10% de réduction pour vous, 10% de commission pour moi, c'est carrément ce qui me permet de vivre de mon taf. C'est réel, super thanks pour le pourboire, mais l'argent, ça coûte cher, donc si vous voulez pas en dépenser, ou si vous ne pouvez pas en dépenser, utilisez le boost sur mobile pour aider au référencement de la vidéo. Vous pouvez aussi tout simplement commenter, partager, être là, regarder la vidéo jusqu'au bout. Les temps sont durs, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri, et sans plus de salam alek commercial. Actually, il y a encore une salam alek commerciale parce que ça y est, la Coupe du Monde est finie. La mini-yaman, ta mère là. Et chez Razer, ils savent mieux que quiconque que la prochaine étape, c'est de lancer votre inséré jeu de sport préféré ici et de venger le maillot. J'ai mis le jeu en facile et les mi-temps en 30 minutes. Et pour ça, ma manette de choix, c'est la Raiju V3 Pro. Elle est clicky. Elle a les palettes derrière, parfait pour mapper le truc pour simuler là sur PES. Les détentes sont au choix course longue ou courte. Les têtes de stick sont interchangeables pour ce que tu veux. C'est pour ça que moi j'ai ça, parce que je suis un déviant élevé à la DualShock. Le grip est fou, le contrôle est fou, la précision aussi, c'est customisable à outrance, dispo en blanc ou en noir, si comme moi vous pouvez rien garder de propre pour sauver votre vie. Et parce que chez Razer, ils savent aussi qu'il faut sauver le club, il y a vert pour les fans de Saint-Etienne. Je déteste Liverpool. Ils ne savent même plus qui vous êtes. Ce n'est pas grave. Je suis même pas censé en parler, mais Razer m'a aussi envoyé le Black Shark V3 pour remplacer mon V2 et il est absolument parfait. Le dongle est mieux, je capte de partout, il a l'active noise cancelling, mode transparence, une molette de volume, du monitoring micro et un micro tellement bon que je l'utilise pour les streams maintenant. Genre là, premier degré, tel que vous m'entendez, c'est comme c'est sur OBS. Genre j'ai juste mis les mêmes filtres son que je mettrais pour un micro classique et maintenant je m'en veux un peu d'avoir dépensé autant de fric dans autant de matos son parce que bah quelque part pour streamer ça c'était largement suffisant. Lien affilé en description, je touche une com dessus. Merci Razer, merci à vous. Retour à la vidéo. Bienvenue dans Garage Talks. Ouais, on a totalement rushé l'intro. Bon, la FIA a compris en une ou deux courses que le règlement technique actuel nuisait à la qualité de la course. Je sais qu'il y en a parmi vous qui trouvaient que cette saison est intéressante, c'est pas vraiment de ça qu'on parle, parce que oui, pour le coup, c'est intéressant de voir le sport se casser la gueule. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup parmi vous qui louaient la quantité de dépassement des premières courses cette saison. Et je parle pas exactement de ça non plus. On parle de la qualité des dépassements, on parle de la qualité de la course en elle-même. J'adore les cheeseburgers McDo, mais j'en troquerai pas 4 pour une bonne grosse côte de bœuf. Je ferai pas Cadmerade et j'irai pas prendre mon chapeau. Donc c'est pour ça que vous entendez des gens se plaindre de la qualité de la course, et plus généralement des courses, parce que les gens ont tendance à plus mettre exactement les mots sur ce qu'ils veulent dire, et s'attendent à ce que je devine. Parce qu'apparemment, Twitter et la vraie vie, c'est pareil maintenant. Et c'est pour ça que vous entendez des gens comme moi vous parler de courses artificielles. Parce que la majorité des dépassements qu'on vous a servis sont pas créés par les actions des pilotes, ou par leur niveau. Pas parce que l'un est meilleur ou plus rapide, mais parce qu'on a un différentiel de performance qui a été créé par des batteries. Les contrariens sont prompts à me rappeler que le DRS aussi, c'était une assistance au dépassement artificiel. Sauf que je suis le premier à contre-argumenter que le DRS n'a jamais créé de yo-yo racing comme on en a vu, et que si quoi que ce soit, le DRS a joué un rôle dans le manque de dépassement, puisqu'on s'est tapé les trains DRS, ces fameux moments où quand ça voulait pas, tu pouvais utiliser le klaxon du TGV tant que tu veux, ça... Non. Mais au-delà de ça, ce que je me tue à dire aux gens, c'est que ce qui distingue le DRS, le push-to-pass, le KERS, n'importe quel artifice de dépassement conventionnel de cette surutilisation de la batterie, c'est que dans tous les cas, avec les anciens artifices, on pouvait défendre. Il a le DRS derrière parce qu'on est en 2025. Attends, laisse-moi user de ma batterie au max pour retarder son dépassement, voire même l'empêcher de passer, et ensuite, du coup, me servir du fait que je vais plus vite dans une autre section que lui pour rester devant. Le KERS, je peux l'utiliser en attaque comme en défense, et le fait est que ne pas avoir de KERS me laisse pas totalement pour mort. Genre, je ne perds pas la moitié de ma puissance. Le gros problème avec comment ça se passe maintenant, c'est que pour la première fois, on a un artifice de dépassement qui peut pas être utilisé pour défendre parce que si tu l'utilises pour défendre, c'est contre-productif. Parce que si je le laisse passer et que je reste à une seconde, c'est ensuite à mon tour d'avoir l'overtake. Donc je peux recharger ma batterie tout du long, rester derrière lui et repasser à nouveau. Ça rend les courses très mouvementées, soit, mais aucun de ces dépassements n'était effectif finalement. Parce que la FOM peut nous faire des posts après le Grand Prix d'Australie et nous dire qu'il y avait 19 milliards de dépassements. Au final, si à la fin t'as un GP où il y a que 4 changements de position effectifs, est-ce que tu t'en bats pas un peu les couilles d'avoir 19 milliards de dépassements justement? Que ce soit une bonne chose ou pas pour le spectateur, pour le produit, pour le show, sportivement ça pue. Et pas juste parce que ça crée des dépassements qui sont non effectifs et finalement genre du yo-yo racing, parce que quelque part c'est très agréable de voir des pilotes passer, puis se repasser, puis se repasser.
Sauf que ce qui rendait ça agréable, c'est que c'était rare et que c'était lié à leur talent de pilotage. Beaucoup de la complexité, de la physicalité de conduire une monoplace aujourd'hui a été un peu foutue à la poubelle. Là où avant on avait un ou deux styles de pilotage qui dominaient avec quelques irréductibles gaulois qui conduisaient comme à l'ancienne, aujourd'hui tout le monde doit se conformer à la même chose. On a besoin d'avoir un profil plus coulé parce qu'il y a plein de virages qui récompensait avant le pilote rapide, audacieux, grosse couille, mais qui aujourd'hui sont des zones de recharge. Plutôt que de faire 50 000 exemples ou de vous mettre des extraits, pour faire simple aujourd'hui, aller lentement en virage, c'est une stratégie efficace pour aller plus vite sur un tour. Mais je suppose que c'est mieux, parce que ça double plus, hein. Bref, face aux critiques des pilotes et peut-être au lobbying de certaines équipes, la FIA a mis en place un plan d'urgence. Déjà, pour cette année, on a réduit la quantité d'énergie totale de déploiement, ce qui semble aider à redonner un peu de normalité, parce que sur une poignée de circuits, genre là effectivement pour Miami, et on a vu aussi en Hongrie juste le week-end dernier quoi. Et je suppute que à la reprise à Zandvoort ce sera bien aussi. Ça a redonné du coup un espèce de sentiment de normalité, mais je pense que face aux immenses ogres énergivores qui ont déjà été bien évidemment Spa et Silverstone, mais que seront Monza, Bakou, etc., on risque d'avoir des courses tout aussi chiantos. Et non, c'est pas une comme quelqu'un l'a soulevé dans la dernière vidéo, c'est pas une question de mon équipe gagne ou mon équipe gagne pas. Ça fait suffisamment longtemps que je suis sur cette plateforme et que cette personne-là me suit d'ailleurs pour savoir que c'est pas pour ça que je dis qu'une course est chiante ou inintéressante. Après, il y a juste aussi moyen que, genre, si vous écoutiez les vidéos, vous compreniez ce que j'essaie de raconter. À la lumière dans le fond. Eh ben oui, c'est mieux comme ça. Vous avez sûrement déjà entendu Ben Sulayem parler des V8 pour 2030, comme quoi ça va se faire, c'est promis. Mais vous avez sûrement aussi lu que ce serait pas avant 2030, voire même 2031. Sauf que la FIA et la FOM se sont bien rendus compte que le produit ne va pas bien, envers et contre tout ce que certaines personnes semblent nous dire, envers et contre tout aussi ce que certains experts qui comparaient ça à 2014 en disant non, ça va être pareil, vous allez voir, ça, on va bien se marrer, et qui après ont totalement retourné leur veste. On vous voit, hein, vérité journalistique, apparemment, c'est pas important. Bref, la FIA veut pas laisser les choses gangréner pendant 4 ans, parce qu'ils sont déjà en train de perdre en part d'audience, parce qu'ils sont déjà en train de perdre du fric. Alors voilà le plan. Alors la FIA va commencer par progressivement augmenter l'apport du moteur thermique, à savoir que là, on laisse tomber le 50-50, qui a de toute façon jamais été effectivement du 50-50, hein. On est réellement à 53-47, mais c'est moins catchy. D'autant plus que tous les systèmes hybrides de tous les manufacturiers performent différemment. C'est pas parce que vous générez 530 chevaux via le thermique que vous générez vraiment 470 via l'élect. C'est infiniment plus complexe que ça, parce que là, on n'est pas en train de prendre en considération le fait que énormément de la distribution de cette puissance est gérée par informatique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas le contre-argument quand je dis c'est complètement con de mesurer seulement 50% du moteur avec la Duo, et on me dit bah oui, si du coup le moteur thermique c'est 50%, le moteur élect il aura la même puissance, pas loin. Eh ben oui, non, du coup ça marche pas comme ça, parce que l'efficience du système hybride est... Bon, on va pas partir là-dessus. Parce que d'une, entre ça et l'écriture de la vidéo sur la R18, j'ai envie de m'exploser la tête quand ça me parle de mégajoules. Et de deux, de toute façon, dès l'an prochain, ça passe par la fenêtre. Plus de 50-50, même plus marketing, on est sur du 58-42, beaucoup moins catchy. Avantage au moteur thermique, bien sûr, ce qui veut dire, en définitive, 26 chevaux de plus pour le V8. V6, pardon, on n'y est pas encore. Tout ça, c'est un effort supplémentaire pour réduire le comportement pas anti-sportif, mais au contraire de la conduite sportive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire congédier le lift and coast et jeter le super clipping au cachot. Problème étant que les moteurs actuels ne sont absolument pas prévus pour cette augmentation de puissance. Parce que malheureusement, dans la vraie vie, on peut pas juste aller chez Mainz et mettre le kit turbo original, le stage 5 des enfers qui fait tout péter. Les blocs cette année, et là je parle uniquement des blocs V6, ils ont été conçus pour encaisser 400 kW et quelques brouettes. Je sais pas c'est combien de cheval une brouette, mais on s'en fout. Par contre, putain, la carte grise là-dessus. Ce qu'on demande pour l'année prochaine, c'est une augmentation de 26 chevaux. Une augmentation que beaucoup parmi vous sont en mode c'est pas assez PTDR, ce que je comprends. Mais demain, si tu leur demandes, avec les mêmes blocs, de tanker 26 chevaux supplémentaires, tu leur demandes pas juste plus de puissance, t'en demandes plus au bloc en termes de stress. Et là, il y a des gens qui vont me dire ouais, Clippy, on est en Formule 1 PTDR, bien sûr, le moteur il est suffisamment costaud pour... Non. Le bloc Merco, il est même pas foutu d'encaisser les 400 kW sans broncher. Hein. Même rouler dans une map de puissance un poil plus vénère, ça abîme les moteurs en Formule 1. Les moteurs, il faut que vous compreniez, c'est des consommables. C'est exactement comme un stylo à ton taf ou genre une cartouche d'imprimante, bien qu'un moteur de Formule 1 c'est
moins cher qu'une cartouche de toner HP. Et le bloc actuel, il est censé être utilisé sur un certain laps de temps. Alors du coup, on doit faire un compromis entre sa performance bien sûr, mais aussi sa fiabilité. Sauf qu'un moteur performant, c'est pas juste un moteur puissant, c'est aussi un moteur léger. Donc là, les moteurs qu'ils ont, ils sont les plus légers possibles pour 530 chevaux. Rajoute 26 chevaux, ils sont pas capables de les tanker, ils vont peut-être péter. Et encore là, je parle du bloc, mais il n'y a pas que le bloc dans l'équation. Encore une fois, j'insiste, mais juste un mapping moteur un poil plus agressif, ça use les moteurs peut-être 2 à 3 fois plus vite. J'adore utiliser cet exemple-là parce que ça démystifie une course qui, selon moi, mérite pas sa sauce. Sauce dans le sens positif du terme. Parce que s'il y a des courses sur lesquelles Hamilton il était incroyable et injouable, il y en a une par contre qu'il faut démystifier de toute urgence, c'est Brésil 2021. Parce que vous avez peut-être remarqué que sur la fin de saison 2021, à partir du Brésil, Mercedes, spécifiquement Hamilton, ils ont un soubresaut de performance qui vient de nulle part, qui est mis en lumière par ce last to first au Brésil. Fun fact à propos de cette course, en plus du talent qui n'est évidemment pas remis en question ici, c'est en partie dû à un upgrade moteur fiabilité que Lewis a pu nous sortir 7 courses de ouf. Qui, au final, en vrai, quand il repense, une voiture qui était tellement tête et épaule au-dessus du reste, c'était logique qu'il burst le field comme ça. En plus, il l'a fait en 2 courses, parce qu'il y avait le sprint avant. Et oui, j'ai bien dit un upgrade moteur fiabilité. En fait, pendant quelques courses avant ça, ils ont sacrifié Valtteri Bottas en lui demandant de rouler avec une map moteur un peu plus vénère. Parce que souvenez-vous qu'avant, Mercedes dominait les qualifs grâce au Party Mode, qui était une map moteur ultra vénère pour la qualif. Et la FIA se rendant compte que, ouais, attends, il y a un avantage un petit peu injuste là quand même. Ils sont arrivés avec une directive technique, la 37-20, si vous avez vraiment envie de vous faire chier, et finissent par dire, vous avez droit à une map moteur pour la qualif et la course. Genre, la map moteur fait un peu partie du parc fermé. Et bref, ils ont fait rouler Valoche plus d'une fois avec ce mode-là sur plusieurs GP, au point de le surprendre en lui disant ouais, rentre au stand pour DNF. Alors que lui dit bah, comment ça, mon ref? Comme ça, il pouvait ensuite prendre le moteur, l'examiner avec attention, voir où étaient les micro-lésions, et du coup concevoir un upgrade pour renforcer le moteur. Et malgré tout, malgré cet upgrade fiabilité, quand ils ont foutu Lewis sur ce mode-là, à partir du Brésil, du coup, Merco s'attendait pas à ce que le moteur dure plus de 4 courses. On était en fin de saison, c'était un risque limité, mais un risque pris quand même. Et si le gain de performance net sur le moteur était totalement contrebalancé, le moteur était plus lourd. Le chiffre le plus gros que j'ai trouvé, parce qu'on a que des estimats, Mercedes c'est pas très content de cette histoire. Et c'est mauvaise pub en vrai. Bref, le moteur était apparemment jusqu'à plus lourd de 5 kilos. Plus gros chiffre que j'ai vu. Et mettons que ce soit vrai, ça veut dire que pour 5 kilos de plus, on a gratté avec une map moteur peut-être jusqu'à 10 kW, genre 13 à 15 chevaux max. Je suis généreux dans cette estimation-là. Et on a coupé la durée de vie du moteur à 4 courses, et encore il y en a forcément une ou deux où ils ont ramp down la puissance. Voyez où je veux en venir avec mon exemple trop long? Si demain, on demande aux manufacturiers de bumper la puissance en course de 26 chevaux, on leur demande de renforcer le bloc en conséquence. On leur demande d'adapter tout leur moteur pour un truc qui avait pas du tout été prévu à l'aube de cette réglementation. Et c'est pour ça qu'on y va doucement, c'est pour ça qu'on y va crescendo, et que là, pour la saison prochaine, c'est 58-42, et ensuite, ce sera 60-40 pour 2028. Parce que si t'es la FIA, c'est pas simple de dire à une équipe, chef, rajoute 30 chevaux et fais pas chier. Parce que tu vas faire péter les coûts de développement, le temps de développement, et que c'est pas des choses qui sont prévues dans la COSCAP, donc la FIA va juste augmenter le fuel flow de 5%. Ouais, on en avait déjà parlé, ça c'est pas une surprise, mais c'est de la rhétorique. Ensuite, en 2028, on passe à 13. Et ben c'est facile, parce que plus d'essence, plus de power, abonne-toi pour plus d'astuces, c'était Mazda. Non, parce que ça fait des piges qu'on réduit la taille des réservoirs en Formule 1, la quantité d'essence utilisable en course, elle est passée de 160 kg à 100 kg à 70 kg cette année. Ce qui veut dire beaucoup moins d'essence qu'avant, ce qui veut dire que bah, pour 2027, si on consomme plus, on va avoir un problème. C'est très compliqué aussi de dire aux équipes, redesign ta monocoque pour genre un plus gros réservoir en fait, s'il te plaît, parce que genre je sais que tu avais pas du tout pensé et qu'à l'ère de la COSCAP c'est indécent, mais fais-le. Et du coup, on va partir sur énormément d'altérations, notamment au niveau du règlement aéro aussi. Les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup moins aérodépendantes qu'avant. On a vraiment réduit la quantité de grippe aéro disponible, ce qui réduit la traînée aussi coïncidentalement. Oui, ton ex est plus petite. Mais pour 2027, on continue de parler de baisser les performances aéro. On est parti pour réduire la taille de l'aileron arrière, et donc effectivement son efficacité, parce que 20 mm en moins c'est pas rien. Parce qu'en plus de réduire la dépendance et le grip aéro, on va aussi réduire la traînée. Donc ça va aussi aider pour la conso et la quantité d'énergie nécessaire pour aller au bout d'une ligne droite sans que la voiture se vomisse au panneau
panneau, il reste 400 mètres tranquille. Parce que un des objectifs de ce remaniement aéro, c'est de réduire au max la demande énergétique. Putain, j'ai vraiment l'impression de parler du Shell éco-marathon, c'est une dinguerie. Ça parle aussi de réduire la taille de la planche composite en bois avec les skid blocks, vous savez, sous la voiture, qu'on réduirait à 600 mm contre 900. Je crois que c'est 900. Ça n'a pas réduit cette année? Vous me corrigerez. Bref, le longboard étant raccourci en pennyboard, on donne plein d'opportunités aux designers, surtout quand on joue avec le rake, l'angle entre le nez et le cul de la voiture. Ça va ouvrir plein d'options de setup qui sont un petit peu interdites maintenant pour ainsi dire, parce que si tu run la voiture trop bas, elle frotte, si elle frotte et qu'elle use plus d'1 millimètre de la planche et des SQ, pas fou. Mais avec ça, on va pouvoir se permettre de réduire la hauteur au sol, on va pouvoir se permettre de redonner du grip méca, un comportement plus prévisible, parce que là, les voitures sont un peu bâtardisées, c'est pour ça qu'on a beaucoup de pilotes qui se prennent de sous-virage et tantôt de sur-virage. D'autant que, en plus, la FIA compte encore plus réduire l'efficacité des sols, ce qui veut dire que on nerf encore plus l'aérodépendance, et je suis complètement on board avec le projet. Oui, la F1, c'est la vitesse, c'est le pinacle du sport, mais contrairement à ce que vous pensez, plus un règlement est libre, plus un règlement est aérodépendant, moins ça amène de positif et de spectacle en piste. Un règlement où tout le monde branle ce qu'il veut va rapidement faire péter les coups, jeter les petites équipes par la fenêtre, et le sport peut pas s'en passer. J'insiste là-dessus, prochain manufactureur walkout, il va faire mal. On va créer des voitures inconduisibles ou presque pour des pilotes qui, de toute façon, auront pas envie de les conduire parce que ce sera trop physique, niquer toute forme d'action en piste, et je pense qu'au contraire, revenir à des monoplaces beaucoup plus simples aérodynamiquement, les empêcher de générer trop d'outwash, d'air sale, va justement mettre l'emphase sur laisser parler le talent d'un pilote, réduire les gaps perfos entre les petites et les grosses écuries, tout en leur permettant d'innover un peu. Parce que ça innovera beaucoup moins sur l'aéro et beaucoup plus sur le moteur. Parce que oui, une formule qui est moins aérodépendante va remettre l'emphase sur les moteurs. C'est là qu'il y a le plus de bénéfices pour nous, monsieur, madame, tout le monde sur la route. Et c'est comme ça que les manufacturiers peuvent justifier leur présence en Formule 1. Bon, si vous voulez un plus gros dive sur ma take pour le bien du sport, quel règlement technique j'aurais branlé, moi j'ai fait une vidéo il y a un peu de temps maintenant qui s'appelle Oubliez 2026, voici le règlement que la Formule 1 devrait avoir, ma vision à moi, vidéo de quasi 40 minutes où je parle de ce qui se passerait si j'étais Dieu président du sport et au pouvoir, quoi. Qui faisait suite à une autre vidéo où j'avais dévoilé quel calendrier j'aurais voulu avoir, où les gens me reprochaient de ne pas avoir mis plein de circuits que j'avais mis. J'essaierai de la mettre dans l'endcard si j'oublie pas. Au-delà de tout ça, la FIA a quand même pensé à quelques altérations supplémentaires, pas juste pour le côté hybride, parce qu'il y a des altérations à faire, mais aussi pour le côté sportif, genre orga. Bon, on va commencer par le technique déjà. La FIA veut que les voitures puissent régénérer beaucoup plus sur les freins et stocker beaucoup plus d'énergie aussi. Donc petit A, on augmenterait la capacité des batteries à 4,5 mégajoules. J'en ai marre de parler de mégajoules, je vous jure, j'en peux plus. Et ensuite, en 2028, on passerait à 5 mégajoules. Gros B, on augmente l'efficacité du MGUK pour qu'il régène 375 kW l'année prochaine et jusqu'à 400 en 2028. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de régène au freinage, qu'on aura plus de stockage de cette énergie régénérée, qu'on aura moins de déploiement overall parce que plus de puissance d'énergie qui provient du moteur thermique, donc moins de raisons pour lift en virage ou pour super clipper. Donc en gros, en réduisant le rôle de l'hybride, on réduit les problèmes. Et finalement, c'est un gros problème en fait pour les écuries, c'est un énorme casse-tête parce que il y a finalement assez peu de pièces qui vont carry over pour l'année prochaine. Et il y a des petites équipes comme Williams qui sont déjà en train de shift tout leur focus sur 2027 parce que c'est déjà un nouveau règlement. Alors qu'ils viennent de vivre une transition qui a dû coûter excessivement cher. Et du coup, pour en aller sur le sportif, j'aurais dû caser la portion sur l'hybride dans la portion moteur, ça m'aurait permis de faire de ça une portion uniquement sur le sportif en fait. Oh ouais. Par-dessus le marché, du coup, il y a un truc qui n'est pas pour l'instant décidé mais qui risque d'être un gros problème, c'est la durée des courses. Parce qu'avec toutes ces réductions de l'hybride et augmentation de fuel flow, on va se retrouver à consommer plus. Et donc là, on a un problème parce que le refueling est toujours banni. Donc la FIA a deux solutions et je vais vous expliquer pourquoi ils vont choisir la troisième. Solution A, on réintroduit le ravitaillement. Le problème c'est qu'on n'a pas assez d'essence. Super, on va faire le plein en course alors. Le gros problème étant pas tant la sécurité, il y a plein d'autres catégories où ça ravitaille, mais c'est qu'on va réintroduire avec ça des coûts énormes entre le carburant lui-même, le fret, les rigs d'essence, les formations et quid de qui c'est qui paye. Parce que c'est les manufacturiers moteurs, parce que eux veulent une essence en particulier, parce que c'est les équipes, parce que c'est quand même eux qui consomment. Ou alors c'est la FOM et la FIA, parce que c'est quand même eux qui ramènent l'idée sur le
tapis là. Comment ça va fit dans la cost cap? Et est-ce qu'on va pas créer un problème d'image pour un sport qui nous a un peu bourré le mot avec des mots comme net zéro et carbone neutrality et autres buzzwords écologistes? Alors en soi, moi ça ne me pose pas de problème, hein, genre si ça pollue moins et que ça fait toujours vroom vroom, tant mieux, mais je comprends que le grand public, lui, il s'en fout pas. Ou plus précisément, que le grand public va attendre qu'un influenceur quelconque dénonce ce move comme étant hypocrite, ensuite il va nuancer son propos parce qu'il veut continuer à être invité, sauf que le grand public en a rien à branler de la nuance et qui vont juste taxer la FOM, FIA, Formule 1 d'hypocrite et de plein d'autres mots calomnieux. Ce qui va nuire à l'image du sport. Et vous et moi, les ramifications nous font pas tant chier, mais c'est pas le cas de la FOM qui va vouloir tout faire pour éviter ça, parce qu'ils sont déjà en train de perdre au niveau de leur image là, et ça veut dire moins de fric. Parce que solution B, sinon on peut raccourcir les courses, mais là aussi il y a un problème. Le bail est encore plus simple, on peut pas faire 320 sur un plein, bon bah on raccourcit, on fera 220, tant pis. Le problème c'est que tout le monde est contre ça. Pas le grand public. Le grand public, la FOM s'en fout. Mais les annonceurs, les promoteurs, les tiers détenteurs des droits de diffusion, on les adore ici. Bref, ceux qui font rentrer du pognon, ils sont pas contents du tout. Parce que un GP moins long pour un promoteur de Grand Prix, c'est peut-être moins de gens, peut-être, mais pour sûr des gens présents moins longtemps sur un circuit. Et ça, bah, c'est problème pour le fric. Parce que toutes les ventes qui se font sur circuit, dont une part de manière directe ou indirecte se retrouve dans la poche du promoteur, se font aussi parce que t'es là, tu te fais chier, t'es entre des séances et tu fais du lèche-vitrine, tu trouves un truc, et puis oh, tant pis si c'est 12 balles le jambon beurre, j'ai faim quand même. On joue sur votre impatience. Attends, je vais à la buvette, il reste 40 tours, j'ai le temps. Soudainement, quand ça devient... Attends, bah, il reste que 20 tours, en fait, ça vient de commencer, mais je peux pas aller à la buvette. Donc bah, du coup, t'y vas pas. Et tu dépenses pas 8,50€ pour une pinte de Guinness. C'est même pas le tarif circuit, ça c'est juste le tarif au... C'est le tarif en barre de nos jours. Et le truc, c'est que après le Grand Prix, généralement, tu te tailles. Si les consommateurs ont aussi moins de temps, ils feront pas forcément la queue pour acheter un produit. Donc, c'est une vente en moins. Et ça, bah, ça les fait chier parce que ça les tape où ça fait mal, c'est-à-dire le pognon. Pour les annonceurs aussi, c'est chiant que ce soit les gens qui fassent des pubs directement via les chaînes, genre, tu sais, en amont et après le Grand Prix, parce que je crois que sur Canal, vous avez pas de pub. Je crois. Et ça veut aussi dire moins de temps d'antenne pour ceux qui payent pour avoir des boards publicitaires sur les courses. Et ça fait chier la FOM parce que eux, du coup, vont demander à payer moins parce que moins de temps d'antenne. Et à une époque où tout est fric, rétention d'audience et de l'attention du viewer aussi, hein, c'est pour ça qu'on fout des courses de karting Lego avant les courses, bah c'est compliqué quand même, hein. Du coup, ils vont partir, à mon avis, sur la solution numéro 3. Oui, grand A, petit B, 3. Je parle France et j'en ai rien à foutre. On raccourcit les courses, oui. Mais on en fait 2 par week-end. Ouh! Ça résout tout, les problèmes de carburant, de rétention de l'audience, ça fait pas péter le prix du fret en faisant justement venir de l'essence Babelwed. Si quoi que ce soit, ça rallonge le temps que les foules vont vouloir passer sur les circuits, parce que en vérité, les gens sont là pour les qualifs et la course. Les FP, tu vois que les tribunes sont pas pleines, hein. Mais alors là, du coup, si t'as 2 courses et 2 qualifs par week-end, Stefano va être très content parce qu'il va avoir en Formule 1 ce qu'il envie au MotoGP, c'est-à-dire les week-ends où il y a sprint tout le temps. Sauf que dans mon idée, ce serait pas un sprint et un Grand Prix, ce serait 2 courses et on aura un format un peu MXGP-esque. Qui me semble qu'en MXGP, c'est 2 courses qui donnent le même nombre de points. Et du coup, qu'à la fin du week-end, le gagnant du Grand Prix, c'est celui qui a le plus de points cumulés sur les 2 courses. Ouais, ça dénature un peu beaucoup le format du sport, hein. Voilà. C'est pour ça qu'ils vont le faire. Et ils vous diront qu'il faut pas avoir peur d'innover. Il faut avoir peur de rester dans le passé. Tellement être un politicard pour une grosse compagnie comme ça. Alors après, ça c'est un truc qui, en soi, est pas une tant mauvaise idée sur le papier et qui pourrait marcher vachement bien si le sport coûtait pas aussi cher. Parce que perso, je tiens d'une pas à avoir 2 courses par week-end sur un championnat de 24 courses, parce que ça en fait 48 au total et que la fatigue du spectateur c'est réel, hein, faut pas croire. Et surtout, ça va coûter excessivement cher. Surtout si tu plantes une bagnole samedi pour la réparer pour le dimanche. Surtout si tu plantes une bagnole en qualif samedi matin pour la course du samedi après-midi. Et c'est malheureusement parce que je vois énormément d'inconvénients à cette solution-là, plus qu'aux 2 autres, que je pense que c'est ce qu'ils vont faire, quoi. On verra hein, si ça arrive dès 2027 ou si au contraire ils vont essayer en 2027 et faire ok les courses plus courtes. Ça marche pas, on va essayer 2 courses en 2028, mais voilà, puis c'est moi qui décide. Bref, j'espère me tromper, on verra d'ici là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve sur Twitter, où je tweete de temps en temps, mais plus trop là, parce que j'en ai marre de cette traîne de merde. Je vous retrouve sur Instagram, surtout pour les stories, pour dire que, ouh, il y a stream ce soir. Et bien évidemment sur Twitch, où ça fait du vroom vroom, et ça fait du football. On va sûrement se replonger dans des trucs un peu rétro, pour pas donner tort à Pierre-Jacques qui dit que j'ai des goûts de daron sur le gaming. On va faire pas juste du R-Factor, on va peut-être aller même sortir du F1 Challenge à l'ancienne. Bref, suivez-moi partout sauf dans la rue. C'était Clip. Bisous. Je travaille sur la vidéo sur la R18, je vous promets, je travaille dessus. Je veux juste pas qu'elle sorte si elle est pas suffisamment bien à mon goût. Voilà.